C'est sa manière d'apporter du beau au monde. Ça se passe avec la tête, le corps et le cœur. Ça suppose de tisser des liens entre les gens, et c'est mieux si l'expérience se vit en extérieur. Lily Gros est facilitatrice, oui, mais tellement plus que ça aussi. Elle trace sa route avec, comme boussole de poche, les 3 phrases qui définissent son éthique de vie. Elle évoque ici le millefeuille de sa créativité, l'océan et la forêt, la pédagogie et les gens qui se posent des questions, le plaisir qu'elle prend à secouer les corps et les esprits. Et puis surtout, elle parle d'amour et de paix. Pour aujourd'hui comme pour demain, le monde a besoin de gens comme Lily. Bienvenue dans la nouvelle saison de Chamade, un podcast de conversations intimes et étonnantes pour faire palpiter votre vie. Avez-vous pensé à vous abonner, à mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify ? Je suis Marie Girardin-Lépine, créatrice de la Fantaisie Vagabonde, et j'aide les faiseurs et faiseuses à ciseler leur biographie d'artiste. Tout commence par un audit. Ici, avec Chamade, je vous invite chaque mois à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beau qui vivent le cœur battant. Vous venez ? 1, 2, 3, animez. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous profiterez d'un aller simple pour les Canaries. Bonne écoute ! Bonjour Lily Gros. Bonjour Marie. Bienvenue dans Chamade. On commence pleine de joie, c'est bien. Bienvenue dans Chamade. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. On est ensemble à distance puisque tu es à Avignon et moi je suis à côté de Rennes. Et je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Oui, moi aussi. Très heureuse de vivre Chamade de l'intérieur aussi. Je sens que j'ai le cœur qui s'est légèrement accéléré quand t'as dit qu'on commençait l'enregistrement. Merci de créer cet espace. C'est la mise en abîme du titre du podcast, c'est parfait. Je précise qu'on est début mai, je le fais jamais, mais je me dis que c'est pas mal, un peu de contexte temporel. On est début mai 2023, aujourd'hui que nous enregistrons. Pour commencer, Lily, je te propose un jeu qui va convoquer ton imagination. Pour apprendre à te connaître, je te propose de nous dire ce que serait le titre de ta série OCS ou Netflix ou je ne sais quoi. J'adore. Je pense que ça serait un truc genre les explorations, les aventures de Lily, tu vois. Chaque nouvelle saison, il y a un nouveau truc qui arrive, une nouvelle exploration, une nouvelle question. Ouais, quelque chose comme ça. À la découverte du monde ou les explorations de l'humanitude, le fait d'être humain. J'ai pas un verbe pour ça. Et le dernier épisode qui serait sorti hier, par exemple, il y aurait eu quoi dedans ? Le jour où elle reçut plein d'opportunités chouettes par email. Et elle ne savait pas où donner de la tête et par quoi commencer, c'est ça ? Non, ça c'était assez clair. Ah, cool. Non, c'était plus le côté de waouh, il y a plein de choses. C'est ce que je te disais avant qu'on clique sur enregistrer. Il y a plein de projets qui fleurissent et des envies, des intentions que j'avais eues dans les mois précédents qui prennent vie et ça c'est joyeux. Donc je sais quoi en faire parce que c'était des choses que j'attendais et que je désirais. Super. Maintenant qu'on a dit ça, est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es et ce que tu fais, faiseuse de beau de ton état ? Ah oui. Donc je m'appelle Lily, j'ai 32 ans, j'habite du côté d'Avignon avec mon conjoint Nicolas et mon chien Jean-Jacques. N'inversez surtout pas les deux. Et ce que je fais, c'est plein de choses en fait. J'explore dans mon métier, j'explore les relations en fait, les liens à soi, aux autres, aux vivants, sous la forme de formation aux compétences de collaboration, formation en résolution de conflits, facilitation d'expériences de groupe. Et en vrai, dans ce que je fais, je lis beaucoup, je fais beaucoup de recherches sur les pratiques d'accompagnement en collectif aussi. Je fais un podcast où je raconte des histoires de personnes qui vivent des moments collectifs qui sont extraordinaires et je fais beaucoup de conversations avec les personnes. Je passe beaucoup de mon temps en échange.
Et je fais aussi des recettes de gâteaux au chocolat qui sont plutôt bons. C'est pas une grosse partie de mon activité, mais j'aime bien rappeler qu'on n'est pas que ce qu'on fait professionnellement et que, en vrai, il y a plein de choses que je fais qui sont pas dans ma vie professionnelle, mais qui font partie de moi. Hmm. J'ai trop envie de savoir, tu peux continuer cette liste-là, si tu as envie de dérouler des choses que tu fais et qui n'ont rien à voir avec le pro, vas-y, shoot. Bah, je fais du sport, je cours, je fais du yoga de temps en temps, de la danse, de temps en temps du volley. Cette année, je m'étais pas remise à jouer au volley avec mon club, mais là bientôt peut-être que je vais me remettre au beach volley. Je lis, ça je l'ai déjà dit. Je joue avec mon chien. Je vais me balader. Je fais des randos avec mon mari. Je l'accompagne sur ses aventures sportives. Je pense, je réfléchis. Je me fais accompagner. Je fais des thérapies. Je spotte toutes les licornes du monde. Je dis bonjour aux poissons quand je vais dans l'océan. Je tente de faire du surf. Enfin, est-ce que être debout sur sa planche et faire du surf, ou est-ce que juste être dans l'eau avec une planche et du surf? Si oui, je fais du surf. Je pense que c'est déjà pas mal. C'est une très belle liste, j'adore. Je te pose la première question rituelle de Chamad. Qu'est-ce que le beau pour toi, Lily? Le beau, pour moi, c'est ce qui fait du bien au cœur. C'est quand je vois, quand je sens, quand je ressens quelque chose de beau, il y a comme une forme de de soulagement dans le cœur, des yeux qui se plissent un petit peu et qui sourient. Et je pense que, voilà, neuronalement, chimiquement, des décharges d'hormones, mais ouais, c'est surtout ça, le beau, c'est ce qui fait du bien. Est-ce que tu as des illustrations récentes de beau rencontrés? Moi, le beau, c'est... Bah, tu vois, c'est quand mon mari fait des câlins à mon chien qui boite un petit peu en ce moment et qui prend le temps de prendre du temps avec lui. Le beau, c'est quand je vois une petite fille qui joue avec une petite fille qui est encore plus jeune qu'elle et qui l'accompagne, qui l'aide. Le beau, c'est quand je vois un regard d'amour qui est porté d'une personne sur une autre. Je pense que ça, c'est les choses qui me touchent le plus. Et récemment, j'ai vu un film sur la justice restaurative dont je ne me souviens plus. Je verrai toujours vos visages. Oui. Et ça, pour moi, c'est ce qui est beau, en fait. C'est quand il y a de l'amour, en fait. J'ai vu ce film la semaine dernière et j'en suis sortie bouleversée et remplie de beau aussi. À la fois, il est tellement dur et en même temps tellement lumineux. Je trouve qu'il y a une espèce de miroir entre la dureté et la lumière qui est assez fou. Ouais. Pour toi, c'est quoi le beau, Marie? Oh Tu es une coquine, Lily. Le beau, c'est ce qui fait battre mon cœur très fort. Et donc, le beau, il s'inscrit dans plein de sphères. Il s'inscrit dans l'art, particulièrement dans la peinture, mais aussi dans la création en général. Quand je vais au cinéma, j'y vais pour voir du beau. Et c'est pas forcément des belles images, hein, c'est des émotions très fortes. Le beau, je le vois dans la nature et en ce moment, c'est le printemps et je me délecte et je me remplis de beauté printanière. Le beau, c'est dans les interactions entre les humains, mais pas que les humains, tu vois, tu parles de ton chien et je trouve qu'il y a quelque chose aussi, en fait, avec le vivant en général. Il y a des choses incroyables qui se passent. Là, tu vois, alors, un exemple tout récent... c'est mon mari et mon fils qui l'ont vu en premier. Ils m'ont dit, faut que t'ailles la voir, faut que t'ailles la voir. Ils ont trouvé une pâquerette, une triple pâquerette. Oh. Et donc, c'est 3 pâquerettes qui ont poussé en même temps, qui ont une tige, qui avait une tige commune, donc une énorme tige hyper épaisse, et un cœur tout allongé, jaune. Donc, ça faisait un peu comme un œuf sur le plat. Enfin, c'était extrêmement étrange et tellement beau, tellement surprenant. Il y a de la surprise aussi dans le beau pour moi. De l'inattendu. Merci de m'avoir posé la question. Avec plaisir. On part sur ton chemin et j'ai envie de te demander pour commencer comment tu es devenue facilitatrice. Alors c'est le terme, tu as employé toi des verbes pour expliquer qui tu étais et ce que tu faisais. Donc là moi je dis facilitatrice mais il y a plein de choses dedans. Mais en tout cas j'aimerais savoir comment tu es devenue ça et comment tu es arrivée à ça. Bah, si je te fais la réponse de
de surface. C'est que dans mon ancien boulot, je faisais de la facilitation, notamment dans mon métier. En fait, j'avais plein de casquettes dans l'accompagnement de jeunes à faire des projets d'entrepreneuriat social. Et en fait, c'était ce que je préférais le plus dans mon métier. Tu vois, je faisais de la levée de fonds, de la com, du partenariat, du réseau, de l'organisation d'événements. Et l'aspect facilitation, c'est ce que j'aimais le plus. Et donc, quand j'ai quitté cette boîte-là, ben, j'ai développé ça à temps plein. Donc ça, c'est sur le côté professionnel. Mais ce qui a fait que je suis devenue facilitatrice, ben, c'est mon histoire personnelle, c'est mon histoire familiale où j'ai développé assez rapidement des compétences, des stratégies pour créer du lien en fait entre les personnes, pour médier, pour créer de l'harmonie dans des environnements qui ne l'étaient pas forcément. Et, et tu vois, j'en discutais hier avec plusieurs amis facilitateurs et facilitatrices. Je pense pas être arrivée par hasard sur ce métier-là. Tu vois, j'ai pas eu une reconversion professionnelle où du jour au lendemain, je me suis dit, tiens, ça me rapporterait beaucoup d'argent d'être facilitatrice. Ce qui est pas forcément le cas, ça peut l'être, mais pas forcément tout le temps. Ouais, pour moi, c'est quelque chose qui est très teinté de mon histoire personnelle et qui est une manière d'apporter du beau, d'apporter aussi ce dont j'ai besoin au monde. Tu dis que c'est des compétences que tu as construites, acquises au fil du temps dans le cadre, dans ta sphère personnelle. Comment tu as su que tu étais douée là-dedans où que c'était un chemin dans lequel tu pouvais fleurir? C'est une bonne question. Je pense que je l'ai expérimenté plutôt quand j'étais étudiante. Tu vois, même un petit peu avant finalement, quand j'étais petite, je donnais des cours à mon frère et à ma sœur. Quand j'ai terminé mon bac, j'ai eu le bac un petit peu jeune. Je suis partie en Angleterre pendant 1 an dans l'école où j'avais été quand j'étais petite et je donnais des cours, j'accompagnais. Donc j'avais un élan assez fort vers la pédagogie. Et après, quand j'étais étudiante, dans les dernières années, j'étais assez active dans des réseaux d'entrepreneuriat social et c'était assez naturel en fait pour moi de créer des rassemblements, de créer des ateliers et j'aimais vraiment ça et généralement j'avais des bons feedbacks en fait des ateliers, de l'utilité que ça apportait, ce qui a fait que je me suis tournée vers ce métier à un moment où j'ai commencé à bosser en service civique pour mon ancienne boîte et au fur et à mesure du temps, j'ai fait grandir ça mais je me rappelle pas qu'il y ait eu un moment, tu vois, d'avant, après, c'est plus une série de petits déclics et de petits moments qui ont conduit à ça. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, absolument. Tu parlais de l'enfance. J'aimerais savoir ce que tu as gardé de toi, enfant, aujourd'hui. Ah, tu vois, j'ai à côté de mon bureau une photo de moi qui est géniale, je te l'enverrai. Qui est, je sais pas, je dois avoir, 5 à 7 ans. Je suis en maillot de bain rose avec une casquette et j'ai le bras tourné vers moi à l'intérieur comme si j'allais faire, tu sais, quand tu passes les doigts devant les yeux pour faire un truc en mode un peu disco. Donc je pense que j'ai gardé ce côté-là en fait de mon enfance et merci de la question, le côté joyeux qui est toujours prêt à sauter dans des flaques, à faire des bêtises, mais c'est juste des bêtises des bêtises innocentes en fait du côté un peu clown quoi. Ça je pense que je l'ai gardé et puis une forme de compassion, amour, respect pour le vivant et pour les animaux. Moi je suis comme une enfant quand il y a des animaux. Tu me mets dans une pièce où il y a des adultes, des enfants, des animaux, c'est très probable que j'ai un élan très naturel à aller vers les animaux en premier. Et ça remonte. Et t'as grandi avec des animaux dans ton entourage? J'ai pas forcément eu beaucoup d'animaux. Je sais qu'il y a eu une période avec un chat, il y a eu des histoires de poissons rouges. On a eu un chien quand j'étais ado. Mais c'était plus, je les voyais plus dans les champs autour de moi, mais pas, j'ai pas eu tant d'animaux que ça. Tu parlais de ce côté, moi je le résumerais en disant pitre, où tu sautes dans les flaques, Oui. où tu amuses la galerie, où tu fais des grimaces et tout. Comment on fait pour garder ça quand on grandit et quand on vieillit, particulièrement dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression que c'est un effort ou que c'est tellement plus fort que toi que ça dépasse tout le reste? C'est une super bonne question.
je sais qu'en tout cas, il y a des moments où, typiquement les moments où je travaille beaucoup, je laisse moins de place à cette part-là, mais pas consciemment en fait. C'est juste que la part qui travaille, qui est dans l'effort, elle prend tellement d'espace que cette part-là, elle a moins de place pour s'exprimer. Moi, ce qui m'aide, c'est déjà d'être dans la nature. Tu vois, plus je passe des moments dehors, ben plus ça laisse de l'espace à la part pitre. C'est d'être avec des gens et c'est aussi de nourrir certaines amitiés. Tu vois, j'ai une copine à laquelle je pense. Je sais que quand on se voit, on va se bidonner comme des cruches, mais sur des trucs hyper débiles parfois. Et j'ai envie de nourrir ces amitiés-là aussi, de de nourrir dans ma vie ce qui je sais va me déclencher ça. Et tu vois, typiquement le volley, je sais que quand je fais du volley, je suis un vrai clown, tu vois, dans les matchs, je fais des bruits de dindon, j'essaie de déconcentrer les autres équipes en les faisant rigoler. Enfin, je suis intenable au volley. Oui, c'est plus que du sport, c'est du jeu en fait. Ah oui, oui, pour moi c'est vraiment ça, le volley, c'est mon mari qui me dit ça, il y a une baballe, donc c'est rigolo. C'est tout à fait ça. Est-ce que j'ai un chien par hasard? Non, il y a des babales. J'adore. Ça me fait un lien génial avec la suite. Ma question, c'est quand est-ce que tu t'amuses le plus et comment ça se manifeste concrètement dans ta tête, ton cœur et ton corps? Parce que je sais que ce trio-là est un trio essentiel à ta vie. Ouais, je pense que je m'amuse le plus soit quand je fais des choses de manière très spontanée et donc pas du tout prévue. Et là, ça se manifeste par dans mon corps, il y a une espèce de malice qui s'installe dans mes yeux et tout de suite mon corps devient très agile, très bondissant, très sautillant et dans mon cœur c'est juste wouhou, c'est un peu la fête. Ouais, donc il y a ces moments-là de spontanéité, les moments où je m'amuse, c'est des moments de conversation, de jeu. C'est quoi les autres moments où je m'amuse? Bah, où je joue aussi, tu vois, où je joue au Uno, où je joue au Time's Up, à des jeux comme ça. Et c'est rigolo parce que parfois ça va arriver sous une forme de grosse charge en énergie. Par exemple, si à un moment je suis fatiguée et tu me mets un Jungle Speed, donc un jeu de vitesse où les personnes doivent reconnaître des symboles visuels et attraper un espèce de bâton totem, ça, tu me mets ça à 23h, je reprends de l'énergie alors que je suis pas du tout du soir. Et là, il y a mes yeux se dilatent, mes muscles se constrictent. En tout cas, il y a de l'énergie qui vient. Ah, j'adore. C'est personnellement un jeu qui me met dans un état de stress absolu et total. Le Jungle Speed, wow. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu comme Marseille. Tu l'aimes ou tu l'aimes vraiment pas, le Jungle Speed, mais il n'y a pas la réponse neutre. Ouais, c'est clair. Et c'est peut-être dû aux nombreux coups de griffes, coups de pattes, coups de totem qu'on s'est pris dans la tête à des moments. Peut-être, ouais. Et dans ton métier ou tes métiers, tu dirais que c'est à quel moment que tu t'amuses le plus? Je m'amuse quand je secoue les gens. Tu vois, je m'amuse quand... je sais pas, je fais un truc qui est très solennel, très profond. On va dans des sujets typiquement la relation au conflit, la relation au lien avec l'autre, la relation on en parlait tout à l'heure, à l'éco-anxiété, à la dépression écologique. Ça m'amuse profondément à des moments juste de faire des switches d'ambiance hyper rapides, de lancer quelque chose qui va inverser la tendance, mais pas pour déranger les gens en fait, pas pour je suis très attentive à le faire dans un souci que ça aide le groupe à changer d'état et pas en mode j'ai envie de suivre un petit peu cette ambiance là et fuyons les sujets difficiles. Donc ça m'amuse en fait de créer du paradoxe et de créer des prises de conscience. Je pense à il y a quelques années, je faisais une formation pour des enseignants sur l'art du pitch, donc des enseignants d'une école de commerce. Il y avait 80 personnes dans une salle et donc moi je leur enseigne un petit peu comment on pitch, comment on présente. Et à un moment, je demande des volontaires. Personne ne se lève et là, je leur balance cette phrase épique dont je me rappellerai très longtemps, qui était quelque chose du style, mais vous demandez tout le temps à vos étudiants d'être entrepreneurs, de prendre des initiatives, mais vous le faites pas. Et ça m'amuse, tu vois.
Alors, il y a eu un grand silence de mort dans la salle et puis ensuite des gens se sont bougés. Mais j'ai eu encore longtemps après, tu vois, des échos de personnes qui me disaient à quel point ça les avait marqués. Et ça, moi, je trouve ça drôle, tu vois, de dire, bon, alors, je suis venue pour un prétexte, mais en tant que lutin facétieux, qu'est-ce que je peux faire passer qu'en fait les gens n'avaient pas du tout prévu qu'il allait se passer? Tu vois, moi, j'utilise beaucoup le corps et j'adore quand je mets à un moment une musique très énergique et que je fais se secouer les gens pendant 5 minutes, se secouer tout leur corps alors qu'ils n'avaient pas forcément prévu de faire ça. Après, je le fais avec leur consentement, avec de la progressivité et tout, toutes les pratiques que j'ai autour de la sécurité inclusive et enfin de la sécurité psychologique et de l'inclusion. Je veux pas faire le clown pour faire le clown. La distinction, elle est importante pour moi. Et pour autant, mettre des changements d'ambiance. C'est une réponse très longue. Peu importe, nous avons le temps, c'était une super réponse. J'aime bien cette idée de créer... Moi, je la résume en disant créer de la surprise et ne pas rester sur un mode plan-plan où tu t'habitues à quelque chose et tu te laisses couler dans un... Même j'imagine, même si ça dure que 2 heures, dans une espèce de routine qui peut-être t'endort à un moment donné. Ouh, il y a Lily qui arrive, enfin qui se pointe par une autre porte et qui vient nous secouer au sens propre ou au sens figuré. J'aime bien. Ouais, et inversement, parfois dans des trucs hyper speed, c'est un moment où je vais pas du tout secouer, mais les gens sont déjà tellement surchargés et excités nerveusement, où je vais juste dire, bah là, on va faire 20-30 minutes de pause. Coupez vos caméras, vous allez dehors. Et ça j'aime bien aussi. C'est peut-être un peu moins amusant, mais je l'aime beaucoup aussi. Ouais, créer du contraste, en fait. La surprise et du contraste. Mm-hmm. Est-ce que tu veux bien nous raconter un exemple de création / préparation d'un atelier ou je sais pas comment tu les appelles, tous et chacun. De quoi ça part ton élan pour la création d'un atelier? Waouh! En fait, je vais te donner un exemple concret parce que pour moi, chaque projet a un petit peu sa temporalité, son rythme, et j'ai pas un processus en fait qui est le même pour tous les ateliers que je crée. Tu vois, là par exemple, la formation à la facilitation que je donne à partir de fin mai, ça fait 4 ans que je la donne, mais il y a des moments où ça me prend 1 mois, tu vois, de la relancer et de passer d'une promo à une autre, et là j'ai eu un temps de gestation de 9 mois. Donc il y a des temporalités différentes. Et donc je vais continuer sur cet exemple-là. Cette formation, je l'ai conçue en réponse à un besoin d'une personne que j'avais en accompagnement individuel. Donc il y avait besoin de monter en compétence sur la facilitation et je me suis dit, bah tiens, plutôt que de lui faire une formation individuelle, je vais faire ça en collectif. Et donc j'ai proposé à d'autres personnes de venir. Elles ont été 2 pour la première session et puis au fur et à mesure, ça a grandi. Donc il y a eu une réponse à un besoin. Et aujourd'hui, ça se teinte aussi beaucoup de quelle empreinte moi j'ai envie de mettre dans la facilitation, qu'est-ce que j'ai envie de propager, de faire connaître comme approche de la facilitation. Et aujourd'hui, c'est très empreint de ça en fait. Tu vois, concrètement, j'ai eu plusieurs mois où j'ai pas facilité. En tout cas, j'ai pas formé à la facilitation, j'ai beaucoup facilité et je me suis posé plein de questions sur qu'est-ce que c'est la facilitation, quelle est l'éthique de la facilitation, qu'est-ce qui est de la facilitation, qu'est-ce qui n'en est pas. Et il y a eu tout ce processus où j'ai réfléchi au fond de ce que je voulais transmettre avant de le retransmettre. Et généralement, j'ai souvent ça, des moments où j'alterne de la pratique, de l'intégration de ce que je propose aux gens de vivre, je l'intègre déjà dans ma vie à moi. Et ensuite, je le ressors dans une forme d'accompagnement collectif. Et là, tu vois, ça me fait penser à ta newsletter. Là, moi, c'est par ce biais, plus ton podcast La Licorne, que je te connais le mieux. Mais j'ai le sentiment que ta newsletter, elle sert au moins en partie à ça, à ton intégration, ce que tu viens de dire, en fait, l'intégration de comment ta pratique doit évoluer ou pas, et de quoi tu as envie de la teinter. Ça m'amène à une question là-dessus, justement. Tu as plusieurs casquettes, t'en as cité quelques-unes, et tu as aussi celle de diffusion, d'inspiration, via ta newsletter et ton podcast. Pourquoi cette étape, elle est importante pour toi? Tu veux dire celle de la diffusion? Oui. C'est une bonne question, et je suis pas sûre que je me la pose comme ça. Moi, la question, c'est... Enfin, ce pourquoi je fais ça, c'est parce que j'en ai l'élan, en fait, et que j'ai juste trop envie de
de partager, de rentrer dans une conversation avec les personnes sur ce que je découvre. Et ça, je l'ai souvent fait, tu vois, quand j'étais ado, je prenais des fiches, je les faisais partager, en fait, je faisais des résumés, je les partageais à d'autres personnes. Enfin, je voulais être journaliste à un moment, donc il y a ce truc qui est très naturel et presque vital pour moi, de partager ce que je pense, ce que je fais et de le faire vivre en dehors de moi. Tu vois, la création, je pense que c'est quelque chose qu'on partage toutes les deux. Moi, j'ai besoin de créer. Si je crée pas, je m'appauvris, je m'assèche et je perds ma sève vitale. Et la newsletter et le podcast, c'est des manières de créer, comme le fait de faire des événements, c'est des manières de créer. C'est juste que ça s'articule, c'est un format différent, simplement. Je comprends. Tu parlais tout à l'heure de cette formation que tu as créée, non pas pour une personne, mais pour un collectif. Je me pose la question de qu'est-ce que c'est pour toi le groupe ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça t'évoque, le groupe ? Ça m'évoque tellement de choses et j'apprécie que tu poses la question avec le groupe. En ce moment, on parle beaucoup de collectif et j'aime bien que tu parles du groupe. Le groupe, pour moi, il y a une notion d'unité et de frontière, tu vois. Dans un groupe, il y a des gens qui sont dedans et il y a des gens qui sont dehors. Donc déjà, ça vient poser la question de l'appartenance. Quand il y a un groupe social qui se forme ou qui est formé, est-ce que les personnes qui sont dans un même espace appartiennent toutes au même groupe ? Après, il y a la question des biais cognitifs. Tu vois, on a des biais de se regrouper. Je pense que c'est les biais endogroupaux. On a des biais de se regrouper avec des personnes qui nous ressemblent. Pour moi, il y a cette question aussi de groupe qui se transforme en une forme de reproduction sociale où en fait on n'est que entouré de personnes qui partagent nos opinions. Moi, groupe, il y a la notion d'équipe qui vient aussi de temps en temps. Tu vois, si je pense au volley, là j'en ai une connotation plutôt agréable, plutôt chaleureuse. Groupe, il y a aussi groupe d'entreprise. Nous sommes le groupe, machin chose, et là il y a cette notion de quelque chose de gros qui prend de l'espace. Mais c'est, tu vois, si je me replonge dans les origines de l'histoire, en tout cas de notre histoire humaine, le groupe, c'est ce qui nous permet de survivre. On peut pas vivre les uns sans les autres, et quand tu regardes les études qui sont faites sur les facteurs de longévité ou au contraire de dépression accrue, de risque cardiovasculaire pour les personnes âgées, les personnes qui sont isolées sont les premières à partir ou les premières à souffrir. Donc le groupe, on en a absolument besoin, c'est vital et c'est ce dont parfois il y a un manque aujourd'hui. Tu vois, si tu regardes les statistiques sur l'isolation, on n'a jamais été autant isolé socialement qu'aujourd'hui, alors que paradoxalement, on est à 6 degrés de connexion de n'importe quelle personne de la planète. Ouais. C'est qui ton groupe ? Ou c'est qui tes groupes à toi ? Mon groupe, c'est les gens qui se posent des questions. Ah, j'aime bien ce groupe. Parce que, tu vois, en fait, j'ai essayé de réfléchir à c'est quoi les endroits qui sont pas mes groupes, et les endroits qui sont pas mes groupes, c'est des endroits où on se pose pas de questions, en fait. On est on avance, on vit notre vie, et puis on discute un petit peu des sujets en cours, mais mais là où je me sens profondément appartenir, c'est quand on peut se poser autour de 2 heures et parler de sujets de profondeur et en même temps rigoler 3 secondes après. Peut-être un peu étrange, mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt honnête. Est-ce que ça te dit qu'on joue ? Ouais, toujours. Alors, je te propose pas du volley. Oh, quelle déception. Je te propose pas du volley, je te propose du ping-pong. Un ping-pong aux antipodes métropolitains, ça va être... il va falloir lancer fort la balle, mais on va y arriver. Ping-pong de mots, c'est un rituel dans Chamad, je le fais quasiment à chaque fois. Donc je te lance un premier mot et puis tu m'en lances un autre en réponse au premier et puis on joue comme ça un petit moment jusqu'à ce que la balle sorte de la table et qu'on passe à autre chose. Okay. Est-ce que ça te va ? J'adore. Alors, mon premier mot pour toi, c'est licorne. Paillette. Lumière. Feu. Chaud. Couler. Ruisseau. Nager. Brasse. Dauphin. Sourire. Gâteau. Cannelle. Pomme. Framboise.
Bruit. Crissement. Chatouille. Drap. Tu as dit drap, c'est ça? Ouais, j'ai dit drap. Allez-y pour trouver le chemin de pensée. Nuit. Lune. Lumière. Confort. Couette. Dormir. Rêver. Jouer. Sauter. Flaque. J'en dis un dernier, je te laisserai le mot de la fin. Flaque. Botte. Bretagne. Ah, voilà. Magnifique. Je rêve d'avoir des bottes jaunes avec des canards dessus. Oh, je suis sûre que ça existe. Oui, mais pas trop dans le Vaucluse. Tu vois, on n'a pas trop... Faut que je revienne en Bretagne pour m'en trouver. C'est ça. Tiens, je vais faire un contraste. Une surprise dans mes questions. Qu'est-ce qui te fait tenir dans les moments de doute? Le sommeil. Le sommeil me fait tenir. Non, mais en vrai, c'est vrai en fait. Plus je me repose dans les moments de doute, plus je suis au calme. Et donc, plus la partie de moi qui est en doute se calme. Si je suis dans le doute et que je dors pas et que je prends pas soin de moi, de mon corps, ça marche pas. Donc, c'est un élément très pratique. Et ce qui m'aide en ce moment, quand je suis dans des périodes de doute, c'est de me rappeler de la direction où je vais. Et tu vois, j'ai fait des exercices cette année que j'avais jamais vraiment fait, de me dire, en fait, dans quelques années, c'est quoi ce dont j'ai vraiment envie pour moi, en fait, sans me dire les envies de mon conjoint, les envies de la société, de mes parents, de mes amis, de mes frères, de mes sœurs. De quoi est-ce que j'ai vraiment envie pour moi? Et comment est-ce que je me crée ce dont j'ai envie pour moi? Et là, par exemple, en ce moment, on s'est dit avec mon conjoint que d'ici quelques années, on aimerait bien aller à la montagne. Et du coup, moi, ça me fait me poser plein de questions sur mon modèle économique, les offres que je vais faire, comment je rends cette réalité qui nécessite un petit peu plus d'argent, comment est-ce que je rends cette réalité économique possible. Il y a des moments où je doute de ma capacité d'y arriver, mais comme j'ai un truc qui me donne tellement envie, ça, le doute fait place à la confiance et à l'envie. Et comment t'as fait pour te libérer dans ces exercices des attentes que tu citais, société, famille, amis, etc. Je l'ai pas fait en une fois, hein. C'est un travail de déconditionnement qui prend du temps, de la profondeur, et c'est des thérapies multiples, tu vois, l'année dernière qui m'ont montré à quel point le conditionnement que j'avais de d'abord penser à l'autre, de d'abord projeter les attentes, enfin, ce que je pense que les autres veulent de moi, de commencer à moi agir en pensant en fait, j'ai vu l'impact sur mon corps, j'ai vu l'impact sur ma vie, j'ai vu l'impact sur les relations, et à un moment je me suis dit ça peut plus durer parce que c'est périn pour personne, moi la première, et aussi les gens autour de moi. Donc c'était une stratégie qui a été sûrement très efficace quand j'étais enfant, mais aujourd'hui cette stratégie elle est plus efficace. Qu'est-ce que je fais, comment je change les choses? Donc la thérapie a aidé, la formation à la radicale collaboration, le fait de moi commencer à avancer dans ma capacité à collaborer, de développer les compétences d'autres personnes, de me certifier, de me faire entourer de personnes qui sont dans cette optique-là et qui prennent des responsabilités dans leur vie, ça m'a aidé. Et j'ai juste envie de nommer un autre truc qui m'a aidé, c'est qu'à un moment je me suis posé, c'est David Maniz qui a un podcast sur pas mal de choses. Il partageait dans un de ses épisodes qui s'était écrit comme une règle d'éthique pour sa vie. Et moi je me suis fait ça moi-même et j'ai senti qu'il y a eu ça a changé les choses pour moi, de me dire en fait ça c'est mes règles de vie à moi, parce que si je suis pas claire là-dessus, mon mode par défaut, c'est de me recaler sur les attentes des autres personnes. Donc, pour ne pas me recaler sur les attentes des autres personnes, j'ai besoin de garde-fous, tu vois. J'ai besoin de trucs qui me stabilisent, parce que sinon, dans l'instant, je vais me laisser embarquer un peu plus facilement. Je sais pas si ça c'est concret. Ouais, ça me parle à fond. Est-ce que t'aimerais décrire un ou deux éléments de cette éthique de vie? Ouais, je peux te les lire, je les ai... Hop, en plus, j'ai le carnet juste à côté de moi. Alors, moi j'en ai 3. Je prends des décisions conscientes qui cultivent la paix et l'amour en moi, autour de moi et dans le monde.
Je nourris radicalement ma vitalité dans mon cœur, mon corps, ma tête pour être pleinement vivante. Et je nourris ma foi et confiance dans le monde, les autres, et moi sur le long terme, et j'œuvre à une vision optimiste du monde. Donc ça, j'ai écrit, c'est mon contrat avec mon autorité intérieure, mon éthique intérieure, et c'est aussi très inspiré des 5 pratiques. Attends, il faut que je te retrouve le nom, c'est dans ce carnet-là aussi. Mais des 5 entraînements à la pleine conscience qui viennent du monastère bouddhiste des Pruniers, auquel j'ai refait une retraite cette année. Et en fait, c'est pareil, c'est un code d'éthique qui est purement bouddhiste pour le coup, et dont j'avais envie de rester dans les lignées pour l'éthique que je m'étais écrite à moi-même. Waouh, je trouve ça hyper puissant et en même temps tellement comment dire, tellement parfait et un peu, je sais pas, il y a une partie de moi qui dit c'est un contrat idéal, mais en vrai, comment tu fais? Enfin, les jours où t'as juste toute envie d'envoyer bouler, où t'es fatigué, ou alors tu dors, j'ai compris, mais comment tu fais pour tout le temps être en lien déjà avec ces 3? Alors, déjà, je me lâche. Je me lâche je sais que je le serai jamais à 100% alignée. Parce qu'il y a des moments où je suis pas tu vois, je veux prendre des décisions conscientes, mais étant un être humain, je suis pas toujours consciente de tout. Donc déjà, en fait, pour moi, c'est une éthique qui est importante et je vais développer et je vais être au plus près possible de cette éthique-là. Mais je sais qu'il y a des moments où, voilà, je sais que c'est une tendance et que plus je vais avancer, plus je vais muscler en fait ma capacité à être éthique et répondre à cette éthique. Tu vois, je prends un exemple très simple, c'est qu'il y a des moments, j'ai envie de me faire des gaufres et de me mettre de la patate tartinée au chocolat sur ma gaufre et de bien me faire plaisir. Et je sais pas si c'est ce qui nourrit le plus ma vitalité. Je sais que une fois que je mange ça, j'ai un coup de barre. Mais je sais pourquoi je le fais. Et pour moi, cette éthique-là, elle est pas, en fait, c'est pas une éthique qui doit être rigide de se dire, je rentre dans un carcan qui m'enferme. Parce que déjà, si c'est un carcan qui m'enferme, c'est que c'est pas la bonne éthique pour moi et c'est que j'ai pas défini les bonnes règles pour moi. Mais ça doit être des trucs où je me dis, si je suis fière de moi à long terme et si je me sens alignée à long terme, quelles sont les décisions que je prends? Et je vais te prendre un autre exemple. J'ai une entreprise qui m'a contactée il y a pas très longtemps pour que je fasse une intervention dans un domaine qui me passionne. L'équipe est hyper sympa. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'ils agissaient dans le domaine de l'armement, notamment sur le conflit syrien, notamment sur le conflit ukrainien. Et là, si je retourne à mon éthique, je prends des décisions conscientes qui cultivent la paix et l'amour. La paix, pour moi, prendre de l'argent d'une entreprise dont le business, c'est de vendre parfois des produits qui tuent les gens, c'est pas aligné avec ça. Donc c'est là où cette éthique, elle m'a aidée de me dire, ok, au très court terme, j'ai besoin d'argent, mais en vrai, je suis pas prête à négocier en fait avec ça. Et globalement, mon corps, il m'aide beaucoup à ça. Dès que je parlais de ce contrat-là à mon conjoint, j'avais une boule au ventre. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Donc le corps est aidant, tu vois. Je suis vraiment convaincue que quand on se pose des choses comme ça, en tout cas, quand moi j'ai posé ça de manière vraiment sincère et avec beaucoup de réflexion, de me dire qu'est-ce qui me correspond vraiment à moi, sur lequel je suis alignée à long terme, quel que soit l'endroit où je suis, d'avoir écrit ça, de me l'être signé et de me le relire plusieurs fois, ça m'envoie un signal en fait à moi, à mon corps qui repère en fait, il se dit tiens, attends, on s'était dit ça à un moment, on va lui envoyer des signaux que là c'est pas ce qui est en train de se passer. Donc tu vois, c'est un peu comme si on était une équipe. C'est pas que dans ma tête que ça se joue dans mon corps aussi. Et ça se joue aussi dans les personnes autour de moi. Tu vois, mon conjoint, il m'aide aussi à ça. Oui, parce que lui connaît cette grille de lecture et est aussi capable de réagir quand tu lui parles de ce projet. Oui. Et en vrai, moi, j'ai ce que ça voudrait dire. Tu vois, moi, j'ai eu besoin de passer par là parce qu'il y a eu une année où j'ai fait de la merde. Je vais pas dire quoi, je vais pas dire comment parce que ça m'appartient, mais il y a eu une année où j'ai vraiment déconné, en fait. Où j'ai fait des choses qui se sont éloignées d'une éthique que j'avais même pas posée, même pas clarifiée. Et à un moment, j'ai vu ça et je me suis dit, wow, d'où ça vient? Enfin, d'où ça vient? Je sais très bien, je sais pourquoi j'ai fait ça et tout a une raison et tout a des résultats. Mais c'est de se dire, moi, j'en suis arrivée là pour ces raisons-là et que j'ai besoin aujourd'hui de retrouver cette forme d'éthique pour retrouver mon alignement avec moi-même. Là où il y a d'autres personnes pour qui
l'éthique, en fait, c'est un truc qui a déjà tellement été transmis, tu vois, les valeurs, la moralité ou autre. C'est un truc qui a déjà tellement été transmis qu'il y a pas besoin de se faire ce travail. Moi, c'est mon chemin personnel où j'ai besoin de réaffirmer ça pour rester dans mon intégrité. Mm. Ouais, ça a beau avoir été transmis profondément et depuis longtemps, je pense qu'il y a quand même plein de situations aujourd'hui, notamment dans le cadre professionnel, où on est face à des carrefours, en fait. Et soit, comme tu l'as expliqué là avec ton exemple, soit on dit go et on va à droite et on valide ce projet, soit on dit no go et on va à gauche parce que... mais en fait, il y a plein d'occasions de questionner constamment ce sur quoi on base notre vie, et je trouve ça génial que t'aies clarifié et formulé, et en plus écrit, cette triple dimension, ce que doit être ta vie à long terme. Et tu l'as dit, l'idée c'est pas d'arrêter de manger de la pâte à tartiner parce que ça fait du bien sur le moment et que ça te remplit de joie et de sucre, mais de joie surtout. C'est bon le sucre. Bah ouais, en vrai, bon. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé là et j'ai très envie de plonger avec toi dedans. Je pose beaucoup de questions. Là, je m'aperçois de ça t'évoque quoi ça représente quoi ça, mais je trouve que c'est des portes d'entrée suffisamment larges pour que tu t'appropries le sujet comme tu veux. Et donc, je vais continuer avec cette formule. Ça représente quoi pour toi, la nature ou le vivant ? C'est la maison. Tu me mets dans n'importe quelle forêt dans le monde, sauf peut-être les forêts tropicales qui me font peur parce qu'il y a beaucoup trop d'animaux venimeux. Je me sens chez moi en fait. C'est la nature, c'est ma première, c'est ma maison. Et la forêt, particulièrement, tu parles de la forêt, c'est ton endroit préféré, la forêt ? C'est un endroit, ouais, c'est un endroit de sécurité, je pense. La forêt pour moi, tu vois, typiquement. Moi, d'aller marcher en forêt le soir, la nuit, seule, en tant que femme, avec je sais pas, une petite loupiote, j'adore ça. Je me sens en sécurité dans la forêt. Pour moi, c'est... Ouais. Alors que, par exemple, l'océan, c'est mon maître absolu. Tu vois, dans plein de moments de transition, y compris l'année qui a été désalignement complet, l'océan, c'est ce qui me permet d'être vrai et qui me ramène à chaque fois sur tu crois que ça c'est ce qui est en train de se passer, mais en fait non, regarde la vérité en face. Waouh, quand tu te baignes, ça arrive ça ? Quand je me baigne, quand je surfe beaucoup, le surf c'est pour moi la seule discipline que je connais qui ait cet effet-là radical sur moi. C'est quand je suis désalignée, quand je suis pas là, je le vois. Quand je pense, enfin, je peux me raconter toutes les histoires que je veux. L'océan, c'est bien mieux que moi, et c'est pour ça que je kiffe le surf, bon, aussi parce que c'est grosse décharge d'adrénaline, de dopamine, que c'est rigolo, qu'on peut jouer dans l'eau, mais ouais, ça me raligne. Comment intervient le vivant dans tes pratiques professionnelles ? C'est une chouette question. Moi, j'essaye de plus en plus d'inviter le vivant dans les ateliers que je fais. Donc, la manière dont ça se passe, c'est que soit on peut être dans un lieu qui est au sein du vivant, tu vois, dans une forêt, proche d'un lac, proche d'une mer, et dans ce cas-là, on a des opportunités d'aller dehors et de faire des pratiques de respiration, de méditation, de contemplation, ou juste des pratiques où on sent, en fait, on ouvre nos yeux, on ouvre nos oreilles, on ouvre nos narines. Et ce que j'aime bien aussi, tu vois, pour les espaces comme les grandes villes, des grands halls de congrès ou des choses comme ça, c'est d'inviter le vivant et de rappeler, tu vois, je l'ai fait il y a à plein d'occasions, de rappeler, bah là, je suis à Avignon, je suis en ligne, mais à côté de moi, il y a le cours du Rhône, il y a le Mont Ventoux, plus loin, il y a la montagne Sainte-Victoire, et c'est d'inviter la nature, tu vois, comme si je lui donnais une place dans les ateliers que je facilite. Et en vrai, le vivant, c'est un formidable allié. Faire un atelier dans une salle ou faire un atelier à l'extérieur, vous pouvez faire exactement le même déroulé, les mêmes intentions, il se passera beaucoup plus de choses à l'extérieur parce qu'il y a du vivant en fait, parce qu'il va y avoir une araignée qui va traverser à un moment, qui va faire peur à quelqu'un, qui va faire remonter quelque chose, il va y avoir un bruissement d'arbres où tout le monde va s'arrêter, s'émerveiller, se rappeler de respirer et tiens,
capté que dans le groupe, il y avait telle ou telle chose qui se passait, ça accompagne en fait le vivant. Je suis super d'accord. Ça me rappelle un épisode que j'ai enregistré, l'épisode avec Joséphine Givaudan, c'est le numéro 15, où c'est le premier que j'ai enregistré à l'extérieur, on était au parc du Tabor à Rennes, et c'était au printemps aussi, et c'est exactement ce que tu dis, c'est l'inattendu naturel qui s'invite. À un moment donné, on entend un coq qui chante pendant Enfin, c'est un temps infini. Moi, ça me paraissait un temps infini. Et on l'entend dans le podcast, et on entend le bruit du vent, et nous, on était assises dans l'herbe avec, tu vois, les petites pâquerettes qui nous chatouillent les mollets. Enfin, il y a un vrai truc, je suis d'accord, de connexion simple et brute avec quelque chose qui est en nous, mais au-delà de nous aussi. Ouais. J'ai envie de te poser une question que je sais pas si tu te la poses parfois, mais je trouve que c'est une question qu'on se pose pas assez, ou voire jamais. Dans quel domaine tu te trouves génial ? C'est une carte de lentilles, ça va ça ? Ah, c'est vrai ? Ouais. Non, c'est en plus la carte, c'est dans quel domaine te trouves-tu absolument génial ? Nous, on a poussé le truc au bout. Quand les gens tirent cette carte, ils sont généralement très mal à l'aise. Ah bah voilà, bah écoute, bah donc tiens, ça donne l'occasion, si tu veux dire 2 mots sur le lentille ça va, ça peut donner un peu de contexte. Puis après tu répondras à cette question extrêmement gênante. C'est un ensemble de questions de conversation pour changer du salut ça va, oui et toi, où on connaît pas trop, enfin on sait pas forcément plus sur comment la personne va, donc je t'enverrai le lien du site si tu veux le mettre dans la description. Là, on les vend plus parce qu'on en a plus en stock et qu'on a arrêté l'activité du collectif. Par contre, il y a toutes les questions en ligne et des PDF imprimables que vous pouvez imprimer pour des discussions de collègues, de famille ou d'autres joyeusetés. Génial. Et dans quel domaine est-ce que je me trouve génial ? La conception d'atelier. Je trouve que je suis vraiment bonne là-dedans. Tu vois, dans le fait de dire, il y a tel besoin, tel public. Qu'est-ce qu'on fait en fait avec ces gens pour répondre à ces objectifs-là ? Je suis vraiment bonne là-dedans. Et la pédagogie. Je sais bien transmettre et je sais bien adapter mon contenu, tu vois, à quelqu'un. Ouais, je pense que c'est des bons talents que j'ai. Ok. Comment tu conçois un atelier ? Tu pars d'un ensemble de techniques, de formats que tu as dans ta besace, et tu pioches et tu mélanges et tu fais une nouvelle recette, ou tu pars d'une page blanche à chaque fois ? Comment tu fais ? Ce que j'aime bien faire, c'est déjà clarifier pourquoi je fais cet atelier-là. Tu vois, c'est quoi mon intention, c'est quoi l'objectif, qui est là, donc juste d'avoir un petit peu la direction de poser. Et ensuite, en fonction du sujet, et en fonction de aussi le temps que j'ai pour le concevoir, souvent j'ai une grande phase de créativité où j'en mets dans tous les sens, je mets plein d'idées sur les techniques, les outils, ce que je veux transmettre, enfin vraiment je pars dans tous les sens, je laisse reposer, j'y retourne, je refais une première version de déroulé en partant de tout ça, je laisse reposer, je demande à quelqu'un de le regarder, j'y retourne. En fait, je le fais en plusieurs fois, un petit peu comme un millefeuille. Parce que j'ai remarqué que quand je le faisais que en une fois, c'est moins profond et je reste un petit peu en superficie de mon intention. Et une manière dont j'aime bien solliciter mon imagination, c'est que j'aime bien prendre des jeux de cartes avec des animaux ou avec des éléments de la nature et me dire, tiens, c'est quoi les éléments d'imaginaire qui peuvent soutenir ma formation ? Par exemple, la formation facilitée avec intention, j'ai repris des cartes et je me suis dit, tiens, en fait, c'est un peu comme si chaque module était soutenu par un élément. Tu vois, l'élément du feu pour la créativité, l'élément de l'eau, surtout tout ce qui a trait à la posture et à la flexibilité. Et ça m'a donné plein d'idées et une grande clarté dans le message principal que j'avais envie de faire passer, ce qui me permet de dégager tous les trucs qui rentreront pas, parce que tu vois, moi quand je rentre dans un déroulé, je sais que je pourrais faire que 60 à 70% de ce qui est prévu, voire moins. Ok. Est-ce que tu dirais que dans ta vie pro ou dans ta vie en général, est-ce que tu dirais que t'es audacieuse ? Oui, et parfois non. En fait, je pense que j'ai une vision moins audacieuse de moi-même que ce que d'autres personnes peuvent percevoir de moi. Parce que pour moi, il y a un truc où c'est naturel, tu vois, de tester des choses, de lancer des projets. Je
je perçois pas ça comme audacieux. Ça me correspond plus de me dire j'ai de l'audace, ça je sais le dire et ça je l'affirme haut et fort, j'ai de l'audace, que je suis audacieuse. J'aime bien la nuance. Je sais pas qu'est-ce que ça apporte d'avoir la nuance, mais je sens que je suis plus à l'aise avec cette formulation-là, tu vois, c'est un truc qui est plus actif de dire ouais, en fait, j'ai de l'audace et j'exerce mon audace et j'ai cette capacité à l'être, mais quand je veux et sur ce que je veux. Parce que, par exemple, faire un Ironman, j'ai pas l'audace de faire ça. T'as eu l'audace de faire un semi-marathon quand même. Oui, et c'est une audace que je voulais faire depuis longtemps. J'en suis très fière. On va tranquillement passer au rituel de fin en 2 volets. Le premier volet, c'est une question qui a évolué et qui est nouvelle, que j'ai posée une seule fois, je crois, pour l'instant. Et donc, tu seras la deuxième... je sais pas si on peut dire deuxième cobaye de cette question, mais en tout cas, je la pose pour la 2e fois. Depuis que tu avances sur ce chemin de faiseuse de beau, qu'est-ce qui triomphe en toi ? L'amour. L'amour plus que la division, l'amour plus que la peur, l'amour plus que ce qui mortifère. Je te laisse nous raconter en dernière partie un grand moment dans ta vie. Nous, on ferme les yeux. Je propose aux éditrices et aux auditeurs de fermer les yeux pour t'écouter et plonger avec toi dans un grand moment de ta vie, Lily. C'est un petit moment, mais un grand moment en même temps. Vous pouvez imaginer une île volcanique qui s'appelle Lanzarote dans l'archipel des Canaries. Une île volcanique qui est toute noire, très sèche. Il y a très peu de végétation quand il pleut pas. C'est très noir et il y a un endroit où il y a une grande plage. Et à la gauche de cette plage, une montagne qui monte, toute noire et qui fait comme une sorte de crête. Et vous pouvez imaginer des vagues sur cette plage, les embruns, les odeurs, les couleurs du bleu. C'est presque la fin de journée. Et vous pouvez imaginer plein de surfeurs et de surfeuses dans l'eau, plus ou moins adroits. Certains qui se cassent la figure, d'autres qui surfent des magnifiques vagues, très élégants, d'autres qui font ça de manière beaucoup plus racée et rapide. Et vous pouvez imaginer au fur et à mesure le soleil qui se baisse jusqu'à presque se coucher. Et là, vous pouvez imaginer 2 personnes qui sont sur leur planche, assises sur leur planche. Donc, on appelle ça en bouchon, posé derrière les vagues. Donc, on est posé à un endroit où les vagues vont pas s'écraser sur nous. On n'a pas de mouvement à faire. On a juste à se laisser balloter par le courant. Je suis assise sur ma planche. Nicolas, mon mari, est assis sur sa planche à côté de moi. On vient de faire 1h30 de surf, ou peut-être plus. Et là, on voit le soleil qui se couche. On est sur nos planches. On voit des parapentistes qui descendent, qui décollent de la montagne et qui décollent dans ce soleil couchant. Et on sent au fur et à mesure les vagues qui montent, qui descendent sur nous. En fait, c'est comme si on s'élevait de quelques centimètres, on se rebaissait de quelques centimètres à chaque passage de vague. Et là, il y a juste une sensation de bien-être complet qui m'envahit, de sérénité, d'impression d'être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne et de gratitude infinie pour le surf, l'océan, le vivant, le soleil, le coucher de soleil, le parapente que j'ai pu essayer il y a quelques années avant, de gratitude de tout ça. Point final. Un grand merci, Lily, pour ton temps. Merci à toi pour cette conversation. Je m'attendais pas du tout à parler d'éthique. Et comme quoi. Surprise. Vous venez d'écouter le premier épisode de la saison 4 de Chamad, l'espace dédié à la passion qui rend les gens vivants et au beau qui rend le monde vibrant. Pour prolonger l'immersion, abonnez-vous à la Gazette à paillettes. C'est l'endroit rêvé où découvrir les coulisses de mes podcasts et autres projets, histoire sensorielle à la clé. Info pour vous abonner dans la description de l'épisode.
Si vous avez aimé nous écouter, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et parlez-en. Vous avez le pouvoir magique de diffuser le beau autour de vous. Et si vous voulez me confier l'analyse de votre texte biographique, rendez-vous sur lafantasyvagabonde.com/audit-biographie. À bientôt!